Bonjour à tous et bienvenue au Play It Festival. Nous allons commencer la première table ronde de la journée sur le sujet de la course au graphisme. Donc moi c'est Guillaume de Canal Sucre Productions. Je serai accompagné de ma collègue Chloé que je laisse se présenter. Voilà, merci Guillaume pour cette petite présentation. Pour commencer, on est quand même ici au Play It Festival qui a tendance à mettre en avant à la fois du coup le rétro gaming, donc les jeux on va dire comme les premiers jeux, et voir justement l'évolution jusqu'au plus récent. Tout à l'heure on a pu commencer à voir des premiers extraits du dernier Assassin's Creed. Donc justement quel compromis aujourd'hui entre cette nostalgie des anciens jeux et ce besoin, cette envie d'aller toujours plus loin? Je pense déjà que, alors je ne sais pas s'il y a un compromis, mais ce qui est sûr, c'est que justement on voit des jeux ici qui datent d'une époque, ça va être la NES ou des trucs comme ça, et au fur et à mesure de son histoire, le jeu vidéo, à partir de cette époque-là, chaque nouvelle génération de consoles a été un bond en avant en termes esthétiques et graphiques. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la perception du bon est de moins en moins... Le bon peut paraître de moins en moins important par rapport à la génération dernière. Si tu prends de la NES à la Super NES, il n'y a pas photo. Alors que là, si tu prends de la PlayStation 3 à la PlayStation 4, aujourd'hui, en vérité, il y a photo parce qu'il y a une réelle différence d'assets et de choses comme ça. Mais pour notre œil qui est déjà habitué à un certain photoréalisme, la perception du bon va être un petit peu moindre. En tout cas, actuellement, si on veut parler de la course au graphisme, c'est de moins en moins perceptible. Et pourtant, je crois que pour une grande partie du public, elle est toujours exigée au fur et à mesure que les années passent. Et encore ce postulat de chaque nouvelle console, on apporte une meilleure, on va dire, vague graphique. Ça peut être critiqué par certaines personnes, notamment quand on est passé, par exemple, de l'époque de la Super NES à la PlayStation, la première PlayStation, on est passé de la 2D en fait à la 3D. Et il y a des personnes qui vont dire qu'en fait, on est passé une période ultra moche en fait, parce qu'on était avec des polygones énormes, une 3D un petit peu dégueulasse, même si à l'époque c'était censé être le photoréalisme de l'époque. Mais tu regardes les jeux de la fin de la SNES. Ils sont très propres en fait d'un point de vue pixel art 2D et donc tu sens que entre la 2D et la 3D en fait c'est vraiment deux perceptions différentes. Il n'y a pas forcément un postulat comme quoi c'est meilleur, c'est plus beau en fait. Avec cette nouvelle génération, il y a eu une direction artistique en fait qui a complètement changé, qui est arrivée, et qui change un peu l'école. Juste, est-ce que des fois vous pouvez aborder la question des dates, parce que c'est vrai qu'on s'en rend pas bien compte, mais là on parle des vieux jeux comme si c'était la préhistoire, alors que finalement c'était il y a à peine une dizaine d'années, donc ça peut être intéressant de remettre ça en question aussi, c'est que cette évolution, elle est quand même extrêmement rapide. Parce qu'on rappelle que le jeu vidéo a à peu près une cinquantaine d'années, en gros. L'industrie, en tout cas, en elle-même, a une cinquantaine d'années, pas beaucoup plus. Donc c'est des progressions relativement rapides. Par contre, en fait, là, on est actuellement dans une période où il n'y a plus tant de nouveautés graphiquement, en fait. On est arrivé à un mur de progrès où là, à moins qu'on ait une super innovation technologique qui arrive tout d'un coup, je sais pas, des hologrammes, un truc comme ça, qu'on arrive vraiment à perfectionner et à utiliser, on n'est pas pour tout de suite sur de la vraie innovation graphique. Du coup, là, on voit un piétinement des consoles et du hardware, parce que jusque-là, c'était le hardware qui entraînait une progression graphique, pas une décision forcément de design ou d'artiste, en fait. C'était pas une vue d'auteur, c'était pas une question autant d'art que de capacité technique, capacité technologique, en fait. Jusque-là, on ne pouvait pas faire mieux. Puis tout d'un coup, on a pu faire mieux. Maintenant, on arrive à une période où, de nouveau, on ne sait pas faire beaucoup, beaucoup mieux. Donc on arrive sur des questionnements de est-ce que la 4K c'est bien? Est-ce qu'il nous faut de la 4K dans les jeux vidéo maintenant? Est-ce qu'il nous faut du photoréalisme tout le temps? Et maintenant, au contraire, on a une diversification de ce qu'est le beau dans le jeu vidéo, des canons esthétiques qui ne dépendent plus de ce hardware en fait. Donc on se détache des problèmes physiques et mécaniques, ou technologiques plutôt, pour aller vers des questions esthétiques et des vrais questionnements esthétiques, et du coup beaucoup plus de diversité dans ce que les jeux vidéo peuvent proposer. Donc finalement, on retrouve de nouveau de la 2D énormément, on retrouve énormément de nouveau de possibilités, voire de nostalgie de l'époque où tout était en 2D, de pixel art, de choses comme ça. Et à côté, toujours une recherche du plus photoréaliste possible, quitte à tomber dans une course un petit peu futile, puisque finalement, entre deux arbres photoréalistes, on ne voit pas la différence au bout d'un moment. Ce que tu dis, c'est assez vrai. Je pense on le voit assez facilement aussi sur les délais en fait
pour parler des consoles, mais du délai qui existe maintenant entre chaque nouvelle console qui ne cesse de s'allonger. La PlayStation 4, je crois que maintenant elle a quelque chose comme 7 ans peut-être presque. 2011, 2012 ? Oui, elle n'est pas très vieille, oui. En tout cas, j'ai souvenir de la PS1 qui avait dû durer 4 ans, la PS2 pareil. J'ai l'impression qu'il y a une allongement comme ça des durées. Si je ne me trompe pas, il y a aussi cette limitation technique finalement qui existe sur les processeurs notamment, où on commence à atteindre un palier en fait, où le palier suivant demande des coûts. Je pense à tout ce qui va être quantique, etc. Qui limite forcément ce qu'on est capable de faire pour de la 3D en temps réel. Et je voudrais rebondir sur ce que tu disais aussi, je crois que c'est toi qui disais ça, c'est que en effet, la 2D, à la fin, on arrivait sur des trucs extrêmement propres, et on le voit encore aujourd'hui, où on a vraiment cette 2D qu'on retrouve depuis quelques années vraiment partout, et sur laquelle ça ne pose aucun problème pour beaucoup de gens de rejouer à des jeux en 2D, qui vont être vraiment très beaux et très agréables à l'œil, dans le cas opposé, où on voit que la 3D a finalement très mal vieilli. Tu le disais dès le début, à l'époque, on trouvait ça magnifique. Tomb Raider 2, c'est ultra réaliste et tout, mais... on les voit aujourd'hui, c'est ceux qui ont le plus mal vieilli, alors que rejouer aujourd'hui à un FF6 ou à un Chrono Cross, je trouve ça toujours très agréable, quoi, et malgré le fait que c'est assez vieux. Et je pense qu'il y a une demande là-dessus, quoi. Du coup, je rebondis sur ce que tu dis, puisqu'effectivement, je pense qu'il y a deux attitudes dans l'industrie, ce que Miss Mio disait. Il y a l'industrie du jeu vidéo est une industrie technologique qui a souvent d'ailleurs, conduit l'évolution technologique dans le domaine de l'informatique. Mais au final, le game design, créer des jeux, c'est créer des émotions, c'est créer des contextes, des choix. Et en fait, il n'y a pas du tout besoin de cette course graphique. Et la différence se fait soit sur l'intention, donc on a envie ou pas de faire des choses, et du coup on choisit les styles graphiques ou les modes graphiques qu'on veut, soit évidemment c'est une question de moyens. Pour faire un jeu photoréaliste machin, ça va être réservé effectivement à des gros AAA, quand des équipes plus petites vont pas avoir besoin de ça, mais pour faire des choses qui sont tout aussi émouvantes et intéressantes. Enfin, on a parlé d'Undertale hier, il y a des jeux très jolis qui sont avec des graphismes très épurés ou très simples, qui n'ont pas besoin de jouer cette course-là. C'est pour ça que tout à l'heure on me disait dans quelle direction la course au graphisme. Dans la direction du graphisme le plus épuré, c'est aussi intéressant. Dans la direction du graphisme qui va chercher l'émotion plutôt que le photoréalisme, c'est intéressant. Et puis il y a aussi alors je connais pas forcément bien le secteur, mais il y a certainement des gens qui font des expérimentations plus surréalistes graphiquement que réalistes justement, et ça peut être intéressant aussi. Il y a effectivement aussi toute une veine de jeux indépendants qui est sur la déconstruction, le glitch graphique, qui va vers du surréalisme en quelque sorte, du surréalisme par le glitch, par par le fait de dénaturer carrément des graphismes existants, le fait de reprendre des graphismes bien connus ou des styles graphiques très connus et de les déconstruire complètement, de les exploser. Donc on a aussi des recherches là-dessus, des recherches artistiques, des recherches en tout cas qui se revendiquent comme artistiques, ou des recherches de jeux de développeurs et développeuses vraiment indépendants qui font leur truc seuls et qui vont dans leur coin aussi faire des avancées et développer des styles et des canons esthétiques aussi propres à des petites poches de développement. Parce que ça aussi, c'est que là, on parle beaucoup de canons esthétiques, en fait. Et ces canons esthétiques peuvent être temporaires, comme effectivement la vague de la 3D, le début de 3D, on trouvait ça magnifique à l'époque. Maintenant, on est là, ouh, ça pique. Mais c'est aussi une question d'époque. On n'avait pas mieux à l'époque. Donc pour nous, c'était le summum. C'était ah waouh, regarde, c'est trop détaillé. On avait l'habitude de remplir les blancs de cette 3D un peu moche en fait. Et maintenant on dit c'est moche, voilà, parce que nos canons et nos exigences esthétiques et nos yeux ont évolué aussi avec ça. Mais du coup, est-ce qu'on ne revient pas un peu quand même vers les graphismes un peu pixelisés? On a par exemple l'exemple d'Octopath Traveler sur Switch, qui est franchement l'un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué sur Switch actuellement après Zelda. Et les graphismes sont peut-être vieux, mais l'immersion est complète et le retour en enfance également, et c'est quelque chose de génial. Donc est-ce que la course au graphisme est vraiment importante au final pour avoir un jeu vraiment très bon et génial? Alors, il y a un mot qui me touche beaucoup dans ce que tu viens de dire, c'est le mot immersion. Il y a un livre très intéressant, quand on parle de musique, de jeux vidéo, écrite par une compositrice dont j'ai oublié le nom parce que je suis très nul pour me souvenir des noms des gens qui ont écrit des livres, mais le livre s'appelle A Composer's Guide, et il a toute une partie très intéressante sur pourquoi la musique doit être d'une telle manière ou autre pour participer à l'immersion du jeu. Et pour ça, elle explique ce que c'est l'immersion du jeu et qu'est-ce qui est important pour atteindre cette immersion-là. Alors moi, je suis pas
totalement d'accord avec ce qu'elle va dire, mais ce qu'elle va dire, c'est que le graphisme est primordial pour se perdre finalement dans le jeu et y croire en fait. Une des premières choses à atteindre pour atteindre l'immersion, c'est de s'y croire en fait, de pouvoir se perdre dedans. Et les pixels, le fait d'avoir des graphismes pas réalistes, peut empêcher finalement cette immersion-là. Elle prend l'exemple de Minecraft ou de choses comme ça, où ça va être tout carré, etc. Et où ce ne sera pas suffisamment crédible en fait pour rentrer dans le jeu et atteindre cette forme d'immersion qui est un pas pour ensuite produire les émotions les plus fortes possibles. Et du coup, dans cet argument-là, la course au graphisme a un sens pour atteindre ça. Alors moi, je ne suis pas complètement d'accord, mais j'aimerais bien avoir vos avis là-dessus. Ouais, alors tu sais bien que tu parles du son, parce qu'en fait, la course au graphisme, effectivement, et le son à côté, lui, il n'a pas trop bougé. Ce qui fait en fait que certains... Non mais évidemment il y a eu une évolution, mais elle est sans commune mesure avec ce qu'on a dans le domaine visuel. Et il y a certains jeux très anciens auxquels je rejoue avec plaisir parce que la bande son, elle, n'a pas du tout vieilli. Enfin, je pense à des jeux comme System Shock 2 par exemple. L'environnement sonore, il fait l'immersion là où le graphisme effectivement a pris un sale coup dans la tronche. Donc la course au graphisme, je pense encore une fois qu'elle est vraiment technologique et elle est pour l'immersion peut-être. Mais il y a un moment donné, tu peux facilement t'en affranchir. Il y a des jeux qui sont super intéressants en termes d'immersion, donc qui n'ont pas besoin, encore une fois, pour créer des émotions. Par exemple, je pense à Passage de Jason Rohrer. Je sais pas, c'est une expérience vidéoludique, hein, ça dure 5 minutes. Ça fait 128 pixels de large et pas beaucoup de haut. Et en 5 minutes, ça génère une émotion, donc une immersion en fait. Parce qu'on comprend toutes les implications de ce qu'il a voulu mettre dans le jeu. Je vous encourage à tester, c'est une expérience en tout cas courte, donc si jamais vous la trouvez pas intéressante, c'est pas grave. Mais voilà, donc il y a pas, pour moi le graphisme est vraiment pas primordial. Par contre, effectivement, c'est la tentation qu'on a, parce que beaucoup de gens qui font des jeux vidéo sont aussi des techniciens et des gens qui veulent faire des trucs nouveaux. Et on le voit, hein, les moteurs 3D, moi j'ai travaillé avec des devs, tout ce qui les intéresse c'est de développer le nouveau truc qui va être incroyable, et même quand ça sert à rien en termes d'intention artistique ou de jeu, quoi. Mais justement, là, tu parlais de la question du point de vue des techniciens. Il y a aussi, du coup, avec cette évolution extrêmement rapide, la question de comment gérer cette course au changement, parce qu'il y a des développeurs qui sont nés un peu avec les premiers jeux vidéo et qui, pour autant, n'ont pas fini leur carrière, alors que maintenant, les exigences sont de plus en plus grandes. Donc, c'est un problème qu'on peut rencontrer dans tout type d'entreprise, mais qui est d'autant plus vrai dans le jeu vidéo, où la pression doit être énorme. Alors, il y a une pression, mais aussi ça dépend de quel milieu de l'industrie on parle, justement, aussi. C'est qu'au contraire, il y a des jeux et des développements sur lesquels on va faire des choix qui sont volontairement de ne pas aller vers du photoréalisme. D'autres, au contraire, oui, là, on va vouloir innover à tout prix, avoir énormément de photoréalisme, le plus de détails possibles graphiques, le plus de possibilités techniques, justement, d'avoir plein d'effets possibles, plein de particules. On parle souvent de « on peut avoir tant de particules à l'écran en même temps, c'est trop bien ». Oui, en fait, ça n'intéresse personne, parce que si c'est mal fait, il y a des particules partout, on ne voit plus rien, hein, c'est du brouillard après. Donc finalement, c'est pas toujours non plus un enjeu qui, en fait, va dans le sens du jeu. C'est-à-dire que ça ne va pas être justement dans le sens de cette cohérence dont tu parlais tout à l'heure, sur le fait qu'on est face à un système graphique, à une expérience globale. Donc tu parlais d'immersion, mais on est face à un système qui est entier, qui englobe le son, le gameplay, le graphisme, la technique, la programmation. Et n'importe quoi peut sortir un joueur d'un jeu, en fait. N'importe quoi, ça peut être un détail, ça peut être une musique qui tout d'un coup va rappeler autre chose, ça peut être un graphisme qui tout d'un coup bug, ça peut être tout d'un coup je comprends pas ce qui se passe donc j'arrête. Et le graphisme est un enjeu là-dessus, mais c'est un enjeu, oui, technique pour beaucoup d'employés, même qui sont dans l'industrie depuis longtemps. Mais justement, ceux qui ont l'expérience, en fait, ont l'habitude de gérer ces questions et qu'on leur dise non aussi au bout d'un moment. Qu'on leur dise, bon, on ne pourra pas plus, en fait, parce qu'on a besoin de mettre la priorité sur autre chose. Donc ça va entièrement dépendre des projets et des gens avec qui on travaille, en fait. Il y a deux choses sur ça que je trouve intéressant. C'est d'une part la contrainte technique, en fait, qu'il y avait avant et qu'il n'y a plus maintenant, et que des gens se remettent volontairement de ne pas utiliser toutes les couleurs, de ne pas utiliser tout le machin. C'est des contraintes qui sont en fait des contraintes créatives hyper fortes. Les jeux sont hyper inventifs quand il y avait des contraintes très fortes. Quand on se met à vouloir mettre autant de particules qu'on veut, ça devient la fête à n'importe quoi. Et c'est des gens qui s'amusent à la technique, à la démonstration technique, mais avec beaucoup moins de sens derrière. Et l'autre côté, à mon avis, ce qui pousse aussi tout ça, c'est que quand même, quelque part, il faut vendre des consoles, donc il faut en faire des nouvelles.
Mais justement, il y a aussi du point de vue du consommateur. Là, on parle des limites techniques du point de vue du créateur. Mais bon, par exemple, j'ai une anecdote un petit peu rigolote, c'est que l'année dernière, j'ai voulu offrir à Aimé, là, qui a la caméra, Assassin's Creed. Et j'ai pas pensé que, bah oui, mais pour jouer à ce jeu, il faut avoir un ordinateur qui tienne la route. Et donc finalement, un jeu qui m'a coûté 16 €, il a dû acheter un ordi à 1000 balles. Donc bon, il y a aussi, ok, on va toujours de plus en plus loin, mais d'un côté, est-ce qu'on va réussir à vendre plus parce que le consommateur n'a pas forcément le moyen d'investir tous les ans dans une console qui vaut de plus en plus cher? À l'inverse, là, on arrive aussi à un point où, par exemple, la Switch vient de sortir, et la Switch n'a pas un enjeu technologique immense en termes de graphisme pur. Ces enjeux technologiques sont ailleurs, sont sur la mobilité, sont sur le fait que ce soit portatif, ce soit double emploi, portable, salon. Et au contraire, cette console a fait le choix de dire non, moi je ne vais pas faire du super graphisme comme mes concurrents, je ne vais pas essayer de m'upgrader vers du super graphisme, je vais me concentrer sur un autre type d'enjeu en fait. Ce qui est un parti pris qui est unique par rapport à ses concurrents et qui fait que justement peut-être qu'on va voir de plus en plus aussi arriver d'innovations qui vont dans ce sens, de dire oui mais on va mettre l'enjeu ailleurs parce que finalement on tourne en rond. En tout cas, moi, c'est ce que j'espère. Ou on peut atteindre le même objectif avec en fait, l'optimisation. Du coup, la Switch, à son échelle, le fait très bien avec le nouveau Zelda, même si c'est pas on n'est pas dans le photoréalisme, clairement, mais on est quand même dans quelque chose d'assez exigeant sur une machine qui n'est pas une machine de guerre. Donc l'optimisation peut être une des solutions pour les développeurs, même si en ce moment l'industrie quand même, je pense qu'elle continue de faire confiance aux personnes de racheter, enfin la PS5 a priori va pas se planter à moins qu'on rentre dans des... Bon, je vais pas partir sur un débat genre écologie, budget et tout, mais je pense que la PS5 est quand même bien partie quand elle sortira pour en vendre beaucoup, donc j'ai l'impression que c'est pas encore... les éditeurs sont pas trop inquiets en tout cas vis-à-vis de ça, j'ai l'impression. Oui, puis même aujourd'hui, quand on regarde la RTX 2080 pour les PC, elle a fait quand même de très grosses préventes et précommandes, alors que ça coûte quand même un bras, quoi, carrément. Et puis ce qui est marrant, c'est que PS5 ou PS6 ou PS12, ça change rien à ce que sont censés faire les créateurs de jeux, en fait. Ça change, sauf des révolutions importantes ou des changements de techno radicaux. La VR essaye de faire des trucs et pour l'instant, ça marche plus ou moins bien, en termes d'intérêt. Mais ouais, ça change. En théorie, c'est pas censé impacter les gens qui font les jeux. En fait, au final, ça impacte plutôt ceux qui les achètent. Oui. Le cas de la Switch est intéressant parce que ça fait déjà un petit moment que Nintendo est vraiment complètement en opposition par rapport à ses concurrents. C'était déjà le cas avec la Wii à l'époque, sur le fait de pouvoir essayer de trouver d'autres manières de jouer avec les Wiimotes, ce genre de choses, mais aussi au niveau du graphisme. Quelque chose sur laquelle ils se foutent complètement depuis un petit moment en fait. La dernière console qui était à peu près au niveau des autres, je pense que c'était la GameCube. Nintendo 64, eux, ils essayaient d'être un petit peu en avance aussi, mais depuis la Wii, pour moi, ils sont à part. Et il y a une espèce de dichotomie finalement avec ça, parce que malgré tout, ils essayent quand même de séduire des éditeurs pour sortir certains jeux dessus. Je crois, j'ai en tête l'exemple de Doom peut-être, qui est sorti, je crois, sur Switch, si je ne me trompe pas. Alors, j'ai pas de Switch, donc je ne veux pas me tromper, mais il y a plusieurs jeux du coup qui ont essayé de sortir malgré tout sur cette console-là pour atteindre peut-être, je sais pas, un public qui est peut-être pas forcément le public cible de la console à la base. Et ça, je sais pas trop. C'est intéressant là-dessus, parce que du coup, il y a deux choses différentes qui n'ont pas l'air d'être très compatibles entre eux normalement. En fait, tu mets le doigt sur un point qui est celui du marketing. La course au graphisme, c'est aussi une course marketing. C'est-à-dire que le graphisme ayant été un grand enjeu sur l'évolution des jeux vidéo, ça a été un enjeu marketing pendant longtemps. Et c'est une habitude qu'on n'a pas perdue, en fait. Quelle que soit notre innovation graphique ou non, on mise sur le graphisme pour le marketing, parce que c'est aussi par le graphisme que passe le marketing. Que ce soit la mise en page d'une affiche ou l'enjeu des graphismes du jeu en lui-même, le marketing, c'est essentiellement du graphisme, d'une certaine manière, en fait, actuellement. Et le marketing jeux vidéo passe par là, et du coup, mise là-dessus. Après, on peut aussi rebondir sur ce que tu parlais justement au tout début, cette question d'esthétique, justement. Et est-ce qu'il y a de plus en plus d'expositions qui mettent le jeu vidéo en avant? Donc moi, je pense forcément à la première qui avait lieu au MoMA, où là, on reprenait vraiment ce côté nostalgique du jeu vidéo. Mais justement, cette course au graphisme, c'est aussi, comme tu parlais vraiment de canon esthétique, et je suis assez d'accord avec toi. On te dit, oui, c'était moche, etc. Mais il y a aussi la course au graphisme d'un point de vue, est-ce que ça participe pas aussi à la légitimation, encore une fois, du jeu vidéo et du travail
des artistes qui travaillent sur tous ces jeux? Ça peut, mais enfin, disons que je trouve que s'il faut passer par juste du photoréalisme pour faire venir les gens vers le jeu vidéo, ça les fait peut-être venir pour des raisons qui ne sont pas forcément très intéressantes. Et je pense qu'on peut très bien faire venir des gens avec des DA innovantes qui ne sont pas photoréalistes. Et, par exemple, Cuphead, là, en plus, il est doublement intéressant parce que c'est un style graphique, c'est genre cartoon des années 30, donc quelque chose de vieux, mais que le jeu vidéo n'a pas connu. Donc on innove avec quelque chose en fait, de très ancien, en fait, de passé. Donc on peut innover avec des choses pas du tout photoréalistes, quoi. Mais il y a un point là qu'on n'arrête pas de soulever sans vraiment on tourne autour, c'est la question de la nostalgie en fait. On l'a évoqué plusieurs fois, mais on est sur un public qui vieillit aussi, mine de rien, sur le jeu vidéo. On a des adultes, des gens qui ont la quarantaine, cinquantaine, qui jouent aux jeux vidéo depuis qu'ils sont enfants, ou depuis qu'ils sont très jeunes, et qui du coup ont des exigences qui changent, mais ont aussi une nostalgie. Et ça se retrouve dans le graphisme et dans d'autres points du jeu vidéo aussi, dans d'autres domaines comme le gameplay, des choses comme ça. On est nostalgique. Et c'est pour ça qu'il entre au musée maintenant aussi. Il entre par une certaine nostalgie. Et la question de la légitimité des jeux vidéo aussi, elle est complexe parce qu'on veut à tout prix se créer une légitimité et du coup on est passé par le graphisme parce que c'est un des premiers trucs qui rentre au musée aussi, mine de rien. Et c'est aussi une question sociale et une question de domination aussi. C'est que bah oui, mais le jeu vidéo ne serait légitime que s'il est beau, que s'il est exposable. Et exposable comment? C'est aussi un enjeu actuellement pour les musées et les personnes qui font de l'histoire du jeu vidéo ou qui veulent exposer le jeu vidéo. Après, je ne connais pas bien ce qui est rentré dans les musées ou pas, mais j'aurais quand même le sentiment que des jeux comme Okami ou Flower ou autres ont plus de chance et ne sont pas à la pointe de la techno graphique que des jeux, je sais pas moi, que Détroit ou autres productions qui tendent vers le photoréalisme et le cinéma, quoi. Mais c'est parce que c'est des jeux qui ont pris des partis pris graphiques, mais qui aussi sont familiers en termes de graphisme par rapport à d'autres arts visuels. C'est Okami, c'est oui, on s'inspire d'un courant artistique japonais, on est sur de l'estampe et on est sur quelque chose qui est déjà au musée en fait. Donc c'est facile de faire le lien. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils ont plus leur place au musée que d'autres jeux? Pas forcément en fait, parce qu'ils sont pas plus légitimes en tant que jeux vidéo et ils sont pas plus représentatifs de ce qui se fait en règle générale dans le jeu vidéo. Il y a un point aussi, notamment pour Okami ou ce genre de jeu, c'est que là on parle finalement plus de direction artistique plutôt que de graphisme pur. Le graphisme en fait, faut le remettre dans ce que c'est aussi. C'est typiquement, dans ce cas-là, c'est juste un outil qui va servir à ensuite construire une vision artistique. Et c'est finalement ça qui va produire des émotions derrière. Le graphisme n'est qu'un outil qui doit parfois être considéré juste comme tel, en fait. Et cette course au graphisme, justement, fait que parfois, ça n'a aucun sens parce qu'on va se retrouver avec des jeux chiants comme la mort, même s'ils sont magnifiques. Donc c'est un cas qu'on retrouve assez fréquemment, je trouve, aussi aujourd'hui. Et puis, il y a même, en tout cas, moi je constate dans le milieu AAA, il y a une vraie frilosité en fait à aller à changer de direction artistique autre que le photoréalisme. Moi, je suis assez choqué de voir que le dernier Spider-Man, par exemple, en fait, on peut débloquer un espèce de skin où il y a une espèce de surcouche vraiment cel shading, dessin animé style années 90. Et ça claque, c'est-à-dire qu'il est incroyable le personnage, il y a des effets d'ombre, c'est magnifique dessus, et il y a un effet dessin animé incroyable. Et je ne peux pas m'empêcher de me demander comment aurait été le jeu si tout le reste de la ville et du jeu avait été modélisé avec cette patte esthétique-là. Ça aurait été très fort comme parti pris dans le milieu de AAA d'aller proposer un truc comme ça sur un aussi gros jeu que Spider-Man. Et ça n'a pas été le cas, c'est-à-dire que c'est un skin débloquable en fin de jeu comme ça. Et ça, déjà, ça témoigne vraiment que le milieu AAA est resté bloqué dans ce photoréalisme, alors que dans le milieu indé, se différencier esthétiquement, aujourd'hui, c'est un enjeu majeur pour exister sur le marché. Nous, pour une prochaine vidéo, on a pu échanger avec des gens qui travaillent pour des éditeurs indés, qui sont spécialisés dans l'édition de jeux indés. Et aujourd'hui, vraiment, ils disent tous la même chose, ils cherchent des jeux qui sont remarquables esthétiquement, pas sur du photoréalisme, mais qui ont une vraie touche esthétique différenciante. Cuphead, c'est vraiment l'exemple type, mais là, Devolver, ils ont choisi un jeu qui s'appelle Gris, qui est incroyable visuellement, et c'est justement parce qu'ils cherchent ce genre de direction. Il y a eu une phase en pixel art qui est revenue, et je pense que le marché indé
a joué sur la fibre nostalgique pendant un bon petit moment, et il va continuer de le faire sur certains jeux. Mais aujourd'hui, toute cette nouvelle génération de créateurs et de créatrices ont compris qu'ils pouvaient se servir de l'esthétique pour servir leur proposition, et ils peuvent aller dans des directions très très différentes. Et aujourd'hui, en plus, c'est un enjeu économique, parce que sur un marché où il y a plus de 7000 jeux qui sortent en un an, c'est important de se faire remarquer aussi par la tronche qu'on a. Et finalement, ouais, c'est toujours du marketing, comme tu le disais. Sinon, une direction assez marrante qu'on a pu voir, en fait, c'est quand un jeu est très réaliste graphiquement, photoréaliste, je pense que donc il y a cette notion un petit peu d'immersion, d'implication un petit peu spontanée. Mais plus c'est photoréaliste, je pense que plus ce socle il est fragile en fait. Il suffit d'une petite chose pour que tout s'écroule. Mais du coup, ça peut donner des expériences intéressantes. Il suffit par exemple d'avoir un jeu photoréaliste avec, je sais pas, un moteur physique complètement délirant, et ça donne une vraie expérience de jeu en fait. Et on a pu voir des jeux, alors ils sont pas vraiment photoréalistes, mais des jeux, je sais pas, comme Coop ou Surgeon Simulator. On est en fait un petit peu de base dans du faux réalisme, mais justement, ça donne des expériences complètement débiles en fait. Donc, il peut y avoir en fait des intentions assez innovantes, créatives, intéressantes, avec du photoréalisme en twistant justement un petit peu le tout, quoi. Oui, alors c'est marrant ce que tu dis, ça me fait penser à quand Half-Life était sorti, où c'était censé être super beau, et quand tu mettais deux objets l'un sur l'autre, ça s'envolait dans tous les sens, c'était l'enfer. Ça cassait un peu le côté réaliste des choses. Je reviens sur la nostalgie, je trouve ça intéressant, et en fait j'ai l'impression qu'il y a deux trucs qui sont en jeu là-dedans. Il y a d'une part, effectivement, ça joue là, pour le coup sur le côté marketing. Il y a des générations de gens qui ont joué à des jeux avec des graphismes d'un certain type, et qui sont donc susceptibles d'y revenir ou d'avoir envie de les partager. Et je pense que ça, on revient aussi sur la question de la taille de l'équipe. En fait, faire des jeux en pixel art, c'est pouvoir faire un jeu tout seul. Alors que faire Red Dead Redemption 2, faut être nombreux. Et donc, du coup, si on ne peut pas se permettre de laisser l'expression vidéoludique uniquement aux gens qui peuvent être 2000 pour faire un jeu. Et donc c'est pour ça qu'il y a d'autres formes de graphisme qui arrivent, mais le marketing, encore une fois, met l'accent uniquement sur les AAA, parce que c'est les AAA qui vont faire vendre les machines, qui font que ça intéresse les consoliers, et donc voilà quoi. Puis c'est une question effectivement de taille d'équipe, mais en fait c'est une question de moyens, de ressources en règle générale, de moyens monétaires et de moyens humains et de moyens techniques. Et le marketing en fait partie, en fait. C'est pour ça qu'on parle énormément de marketing de jeux photoréalistes, le marketing en règle générale de l'industrie met l'accent dessus, parce que qui a l'argent pour faire du marketing? Les AAA, on l'a encore. Pour rebondir sur ce que tu disais sur la nostalgie, il y a deux choses aussi qui existent, je trouve, dans ce point de vue-là. Ça va être le fait de s'inspirer des anciens moyens techniques pour faire des nouveaux jeux, mais qui sont finalement nouveaux, comme FTL par exemple, ou Hotline Miami, qui s'inspirent vraiment, mais qui ont finalement leur propre gameplay, qui innovent, etc. Ce que je vois comme une espèce de fausse nostalgie finalement, parce que ça reste des nouveaux jeux, en opposition avec toute cette mode qui a aussi de ressortir des vieux jeux en les upgradant graphiquement, justement, donc retrouver des expériences de jeu mais avec des meilleurs graphismes, donc on retrouve un peu cette idée de guerre de graphismes, qui est finalement un truc purement marketing, mais qui marche énormément quand on voit par exemple l'Arlésienne qui est devenue Final Fantasy VII Remake, où tout le monde continue d'en rêver, alors que je trouve ça finalement presque inintéressant, et pourtant ils prennent peut-être un parti très intéressant, c'est qu'apparemment ça sera finalement un nouveau jeu, donc avec une nouvelle histoire, etc. Plein de gens ont crié au scandale, mais non, je veux retrouver mon Final Fantasy original, mais juste avec des beaux graphismes. Il y a des jeux qui s'en sont très bien sortis, mais en ajoutant des choses. Par exemple, je pense récemment à Yakuza Kiwami, qui est un remake du premier Yakuza sur PlayStation. Alors c'est un jeu un peu PlayStation 2. C'est un jeu un peu de niche, mais ils ont très très bien réussi ce coup-là, parce qu'ils ont aussi ajouté des composants inspirés des jeux suivants pour ensuite en faire une expérience un peu nouvelle, tout en gardant cette manne de joueurs originaux qui sont contents de le retrouver. Donc il y a deux choses niveau marketing qui sont intéressantes là-dessus, où on se sert de cette nostalgie pour faire des nouveaux jeux et les vendre, ou tout simplement faire du fric sur des trucs passés qui demandent peut-être moins de travail selon le niveau de travail qu'on veut mettre dans les remakes. Certains c'est juste un HD, d'autres c'est ajouter des composants gameplay, comme je viens de le dire. Là-dessus il y a des choses à dire, je pense. Juste réagir sur le prix de faire un remake. Parfois c'est plus que de refaire un jeu entier. Parce que on est très mauvais en archives, en jeux vidéo et dans les studios. Du coup, il arrive qu'on n'ait plus les éléments qui ont servi à faire un jeu. C'était le cas du premier Pokémon. Le code original du premier Pokémon a disparu, hein. Il n'existe plus. Il a été récupéré.
Crash Bandicoot, ça a été leur cas aussi. Ils ont redéveloppé quasiment entièrement le jeu. C'est vrai, t'as raison. Voilà, et puis il y a aussi des architectures technologiques qui ont énormément changé et qui du coup ne sont plus réutilisables en fait, tout simplement. Donc je vais juste rebondir là-dessus, mais aussi il y a une différenciation qu'on est en train de faire, c'est que là on est en train de parler marketing, mais on parlait aussi de direction artistique. La direction artistique est un choix et elle ne dépend pas d'un choix de la technologie, et il fait partie de la direction créative générale du jeu. Donc théoriquement, si on fait bien son travail du directeur créatif de jeux vidéo, on a un jeu qui est cohérent sur le plan du gameplay, qui a un graphisme marquant et qui a une direction artistique cohérente avec le reste, et aussi, pareil, le son et la technologie qui vont avec. Et un bon directeur créatif, normalement, est capable de dire non et de limiter tout ça à ce qui est disponible comme ressource, et de dire, bah oui, on va miser sur du graphisme 2D en pixel art parce qu'on n'a pas les moyens de faire plus, mais par contre tout le reste va aller avec, et puis on va quand même avoir une DA marquante en fait. Donc on va miser sur le pixel art par nostalgie, oui, ça nous permet de toucher un public particulier, mais aussi par limite technique, mais technique dans le sens de quoi on dispose. Mais ensuite, on peut aussi aborder la question de la prochaine étape, justement, de cette course au graphisme dont on parle. Il y a la réalité virtuelle qui commence à énormément essayer, en tout cas, on va dire, de prendre une certaine place. Quel rôle ça va jouer? Est-ce qu'on va pas finir, tu parlais d'immersion tout à l'heure, par vouloir à ce que le joueur soit vraiment dans le jeu? Et est-ce que, justement, le graphisme va pouvoir suivre? Est-ce que ça sera vraiment possible? Est-ce que ça serait vraiment aussi intéressant? Le graphisme suivra qu'on puisse ou non, en fait. Tout simplement, c'est une fausse question, en vrai, parce que on trouvera des rustines pour rendre ça viable, parce que c'est le boulot aussi d'un graphiste, c'est le boulot d'un directeur artistique de dire « Ok, on est face à cette problématique, comment on va faire et qu'est-ce qu'on va en faire ?» Il y en a qui le font mal, ça arrive. Mais généralement, c'est des choix aussi, quoi. Ouais, la VR, c'est pas tant une question de graphique en fait que d'usage. C'est un peu comme toute la mode des consoles qui utilisent le corps comme interface. Donc que ce soit Kinect ou les Wiimote, etc. En fait, ça génère un type de gameplay qui est très particulier, qui n'est pas forcément adapté aux mêmes choses que ce qu'on fait avant, et on finit par avoir quand même envie de jouer avec un pad dans un canapé et pas forcément en train de s'agiter comme un fou devant sa console. C'est pareil. Enfin, là, en VR, il y a un jeu, c'est celui qui est présenté là, qui aujourd'hui marche bien, mais pour plein d'autres qui sont pas très intéressants en fait. Et donc c'est plus une question d'usage que de graphisme, parce qu'effectivement, comme le dit Miss Miu, les graphismes, il y a toujours des gens talentueux pour réussir à faire des choses incroyables avec les outils qu'on leur donne. C'est ça, et puis en termes d'usage, en graphisme aussi, la VR, ça veut juste dire de nouvelles règles de 3D, par exemple, de dire il faut telle distance, tel type de taille, tel type d'échelle, juste pour pas donner mal au cœur, il faut telle vitesse de caméra, il faut telle contrainte lumineuse, telle contrainte de mouvement, des choses comme ça. Ça fait des contraintes techniques, en fait, mais avec lesquelles, finalement, les bons graphistes, j'ai envie de dire, c'est un peu méchant, mais surtout avec lesquels les gens, finalement, vont jouer, en fait, vont dire, ah bah tiens, qu'est-ce que ça fait si je fais ça, qu'est-ce que ça fait si je fais ça. Là, on est dans cette phase d'expérimentation encore beaucoup pour la VR. Bon. Sinon, tout à l'heure, vous reniez par ici sur les remasters, en fait. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée? C'est quelque chose qui va encore continuer. Par exemple, je prends le cas de Secret of Mana sur Super Nintendo, qui est pour moi un jeu génial, et le remaster qui était côté nostalgique, effectivement, très intéressant. Mais pour le reste, je ne l'ai pas plus aimé que ça. Si c'était la première fois que j'y jouais, j'aurais pas aimé autant que sur la version Super NES. Donc est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Est-ce que ça va continuer? Est-ce qu'il y a l'intérêt de continuer ce remaster de vieilles versions de jeu? En fait, pour moi, il y a un double truc qui joue aussi là-dessus. C'est d'une part, c'est un côté marketing, encore on y revient, c'est-à-dire que c'est un moyen de faire vendre des trucs, parce qu'ils savent qu'il y a des bases fans sur certains jeux. Et de l'autre côté, ça peut être rendre accessible des jeux qui étaient super intéressants. Et je parlais tout à l'heure de System Shock 2, je vous dis, il est franchement, graphiquement, la communauté fait pas mal de travail dessus pour mettre des textures HD et tout. Ça reste un jeu avec une 3D vraiment dégueulasse. Mais le jeu est hyper bien, donc si on le refaisait en contemporain, ça le rendrait peut-être accessible à d'autres gens. Dans les autres exemples, Wonder Boy, le travail qui a été fait sur Wonder Boy, il est hyper intéressant. Alors techniquement, parce qu'ils ont utilisé la ROM d'origine, et la ROM tourne en temps réel, et c'est juste une adaptation graphique temps réel sur la ROM, donc ça, limite, ça intéresse que les gens qui font de la technique. Mais le jeu, manifestement, était intéressant, et du coup, les graphismes qu'ils ont fait dessus sont super jolis, donc ça sans doute, ça rend le jeu accessible à des gens qui sinon n'y auraient pas joué.
Et en même temps, je sais pas, l'annonce du remaster de Street of Rage n'a pas l'air très intéressant, alors pour différentes raisons, mais le jeu d'origine, en fait, les graphismes fonctionnaient. Est-ce qu'il y a besoin de le remasteriser? Voilà. Donc je pense que la question se pose en fait à chaque jeu. Est-ce que le gameplay était intéressant et que le graphisme peut être un frein pour le partager? Ou est-ce qu'au contraire, ça marchait déjà et il n'y a pas besoin, quoi. Tu as dit un truc intéressant là aussi, dont on n'a pas parlé, mais qui du coup se débarrasse de toute considération financière. C'est ce que peuvent produire les modeurs, par exemple. Donc il y a un truc qui existe sur pas mal de jeux ou de types de jeux. Bon, alors, du coup, j'en ai un en tête parce que c'est le premier qui me vient. C'est pas forcément tout à fait un jeu, mais on retrouve beaucoup. Ça va être les simulations aériennes, par exemple. C'est un truc que beaucoup de joueurs voudraient être plus joli parce que ils reproduisent le monde entier, donc c'est souvent un peu moche parce qu'il faut des techniques, etc. Mais il y a plein de gens qui utilisent des techniques incroyables pour finalement le rendre incroyable. Et j'ai dit enfin incroyable, c'est pas grave. On se retrouve par exemple avec des gens qui utilisent les données de l'OMS, je crois que ça s'appelle, OSM, un truc comme ça, pour retrouver en fait les images satellites de toute la Terre en fait, et qui permettent aux joueurs ensuite de les appliquer dans leur simulateur et de retrouver avec un truc absolument incroyable, avec des bâtiments qui vont être aux bons endroits. On peut même retrouver sa maison si on veut, des choses comme ça. Et voilà, il y a énormément d'inventivité pour ensuite améliorer et atteindre un niveau que certains joueurs espéraient. Alors c'est pas pour tous les jeux ou autres, mais Half-Life, on trouve pas mal d'exemples là-dessus aussi. Juste Duke Nukem 3D, on voulait refaire des nouvelles textures pour rendre le jeu un petit peu plus actuel. Il y a beaucoup de cas comme ça qui existent et qui participent à ça en fait avec cette recherche de beaux graphismes entre guillemets. Sur les simulateurs de vol, notamment, moi j'ai un exemple aussi du fait que c'est assez niche, en fait, par exemple. Il y a des jeux de niche comme ça qui font leur petit développement dans leur coin. Et il y en a même où, finalement, l'utilité, et c'est pas vendu en tant que jeu. Par exemple, je connais quelqu'un qui fait du planeur. Il y a des simulateurs de planeur, donc le vol à voile. Et il y a un simulateur de planeur. Il y en a un internationalement. Et qui est reconnu et qui est fait en Ukraine en plus. C'est un petit studio qui est spécialisé, qui fait que ça. Et qui reproduit vraiment la topologie réelle des terrains de planeurs et avec les terrains agréés dans lesquels ils peuvent atterrir en cas d'urgence. Ce simulateur, il n'est pas très beau, en fait. Parce qu'effectivement, c'est un public de niche. C'est utilisé comme outil d'apprentissage aussi pour les gens qui veulent apprendre à faire du planeur. Et c'est là où il n'y a pas d'enjeu vraiment graphique. Eux, ils veulent juste un truc à peu près réaliste qui leur va et qui soit clair surtout, parce qu'il y a une logique derrière qui n'est pas de dire il nous faut un beau jeu, mais il nous faut un bon simulateur. Et c'est un enjeu encore un peu différent. Je n'ai rien à ajouter sur les simulateurs de planeurs ukrainiens. Ça marche. Vous avez d'autres points à aborder ou on passe aux questions du public? Bon. Quelqu'un dans le public a une question à poser à nos youtubeurs? Oui. Oh, merci. C'est bien, on est bien servi. Bah oui, on peut rester comme ça, il manque juste un petit café ou un thé. Ouais, c'est ça. Petit café, non? Non. Du coup, bonjour, j'étais là hier. Bonjour. Et je trouve très intéressante la question des graphismes. C'est bien qu'il y ait des gens qui s'intéressent à faire les meilleurs graphismes possibles, mais ici, on parle de jeux vidéo. Et je trouve que l'intérêt d'un jeu vidéo, ça devrait être avant tout son gameplay. Et pas ses graphismes. Et c'est pour ça que, à mes yeux, Zelda Breath of the Wild est un tellement meilleur jeu que The Witcher, par exemple. Et j'irais même jusqu'à dire que Breath of the Wild, en termes de jeu pur, est le meilleur jeu de tous les temps. Et ouais, mais Nintendo, ils sont là depuis plus de 30 ans. C'est pour une raison, hein, c'est parce qu'ils font des bons jeux et pas du graphisme. Moi, je te soutiens, ne m'inquiète pas, c'est vrai. Breath of the Wild est meilleur que The Witcher 3, je pense que personne. Enfin, je plaisante. Mais, enfin, je le pense, mais bref. En fait, c'est triste d'en revenir à cette histoire de marketing, mais comme le disait Miss Mew, le problème, c'est que vendre du gameplay, c'est compliqué parce que la complexité, la profondeur, la richesse d'un Zelda dans son gameplay, tu ne peux l'avoir que quand tu y joues, quoi, et que quand tu y passes du temps dedans. Et c'est vrai que forcément, The Witcher 3, il a une gueule assez incroyable par rapport à Zelda. Et c'est vrai ce que tu dis, le jeu vidéo, c'est avant tout ça. Mais malgré tout, pour vendre un jeu, je pense que c'est toujours difficile de dire hey, notre gameplay, il est trop bien. Regardez, c'est compliqué. Je te passe
Alors moi, en fait, je suis pas d'accord. Je suis d'accord sur le fait que Zelda est un très très bon jeu, meilleur que The Witcher 3, pour moi aussi, mais c'est un avis personnel. Mais par contre, l'enjeu graphique de Zelda est énorme. Il y a eu énormément de travail sur ces graphismes. Ils sont pas photoréalistes, mais c'est un type de graphisme qui demande énormément de travail aussi. C'est pas parce qu'il a l'air plus simple ou moins photoréaliste qu'il est plus facile ou moins coûteux. Et au contraire, Zelda, du coup, s'est permis de faire énormément plus d'innovation et de recherche graphique, de recherche aussi d'optimisation pour tenir sur sa console avec tous ces graphismes. Et en vrai, Zelda a un enjeu graphique depuis le début. Les jeux Nintendo ont d'énormes enjeux graphiques, justement parce qu'ils choisissent de se démarquer de la concurrence. Ils font des choix esthétiques qui font qu'ils se démarquent de la concurrence, mais pas parce que leur gameplay est plus intéressant. Ils font juste un autre choix pour se démarquer. Et après, juste pour parler rapidement de la Switch, en soi, quand on regarde le Mario Kart sur le tournoi qui va avoir lieu là-bas et dont les démonstrations commencent dans notre salle, les graphismes sont vraiment magnifiques sur Switch par rapport à la Wii U, alors que le processeur graphique n'est pas forcément un monstre. Mais ça marche bien, ça fait des beaux graphismes sur la Switch. Pour aller dans ce sens-là, je suis complètement d'accord. Il y a vraiment faut vraiment pas confondre photoréalisme et graphisme, dans le sens où ce n'est encore une fois qu'une direction artistique qui a été choisie sans que ça la rende parfois extrêmement compliquée à mettre en place ou autre. Pour revenir sur l'histoire du gameplay, je suis pas d'accord parce que c'est un truc qu'on retrouve énormément aujourd'hui maintenant sur le fait de justement pour se démarquer, on veut mettre en avant les possibilités. L'exemple le plus récent qui me vient en tête, c'est Red Dead Redemption 2, où on retrouve presque pour chaque jeu Blizzard, finalement, des vidéos gameplay. Tout le monde attend une vidéo gameplay. On l'a vu récemment aussi avec Cyberpunk, quand il y a eu la première vidéo qui est sortie. Tout le monde était à fond, on veut voir du gameplay, on veut voir du gameplay. Il y a une vraie demande, je pense, là-dessus. Peut-être que la première chose qui arrive, c'est vraiment le graphisme, parce que c'est la première chose qu'on va voir. Mais le gameplay, je pense, aujourd'hui, est tout aussi important, parce que les gens se rendent compte, je pense, qu'un jeu beau, mais qui est chiant, ça restera un jeu chiant, quoi. Donc autant regarder un film. Mais il faut encore quelque chose auquel les gens peuvent se raccrocher en termes de gameplay. En tout cas, moi, quand je vois les démos de gameplay de Red Dead ou que je vais voir celle de Cyberpunk, les développeurs vont te montrer quelque chose dont envient les joueurs. Or, Zelda, pour revenir à lui, ce qu'il faisait et ce qu'il a fait, c'est difficile de l'envisager sans vraiment se mettre dans le jeu parce qu'il y a tout le gameplay extrêmement systémique, il y a beaucoup de choses qui ont des interactions entre elles et la richesse que ça propose, c'est difficile de la percevoir et de la démontrer, je pense, aux joueurs directement comme ça. Et ils l'ont pas fait, je crois, d'ailleurs, ou ils l'ont fait très, très brièvement. Alors que dans Red Dead ou machin, ouais, on va te monter du gameplay, mais c'est des choses que tu connais, je crois, par rapport à de l'innovation dont ta question parlait. Ouais, je vais te suivre sur cette question-là, parce qu'effectivement, je pense que si on peut montrer du gameplay, montrer du gameplay, ça ne fait jamais en produire l'expérience. Et c'est impossible de vendre quelque chose que tu ne peux pas montrer, en fait. C'est pour ça que le graphisme va rester à chaque fois mis en avant, quoi qu'il arrive. Même si sur le fond, personnellement, je suis plutôt d'accord avec vous, hein, le gameplay est compliqué à montrer, c'est ce qui va rendre peut-être plus unique le jeu. Je voudrais pas non plus hiérarchiser en fait, en disant que les jeux qui sont magnifiques, qui ont un gameplay simple, mais dans lequel auquel des gens adorent jouer en fait, et aiment se perdre dedans. Pour moi, ces expériences sont tout autant légitimes en fait que des jeux avec des gameplays qu'on va trouver profonds, etc., comme un Fury par exemple, dont tu parlais hier, il me semble. Je voudrais pas juste les hiérarchiser, les deux pour moi sont légitimes quand même. Chiant et simple sont pas la même chose, hein, on est bien d'accord, il y a des gameplays très simples qui sont géniaux. On avait une deuxième question dans le public. Oui, donc salut. Moi, c'était une question un peu plus générale. C'est en fait ce qu'on appelle la course au graphisme ou la course au photoréalisme. Est-ce que c'est pas plus lié à une idéologie de croissance technologique absolue et à tout prix de l'industrie parce que le jeu vidéo a été depuis ses débuts toujours présenté et plutôt vu aux yeux du grand public comme une vitrine beaucoup plus technologique qu'artistique. Qui se voit du coup beaucoup dans le photoréalisme qui est beaucoup plus impressionnant, on va dire, beaucoup plus facilement impressionnant technologiquement que juste une direction artistique plutôt osée. Alors que si on était plutôt dans une idéologie qui favoriserait les directions artistiques, ce serait plus une volonté de cohérence qui serait mise en avant, plus que des graphismes vraiment beaux ou des textures vraiment jolies. Genre, je sais pas, je peux revenir sur Undertale, qui est, selon les canons de beauté qu'on connaît, plutôt moche.
il reste très cohérent graphiquement. Et après, c'est pour ça que peut-être plus récemment, vu qu'on essaie de se détacher peut-être un peu plus au niveau indé de la course technologique absolue, enfin de valorisation de la technologie, des trucs comme Céleste ou comme Allboy ou comme le mouvement Low Poly, des trucs comme ça peuvent avoir beaucoup plus de succès. Voilà. Il n'y a pas une idéologie dans le jeu vidéo de la course au graphisme. S'il y a une idéologie, en fait, ça s'appelle le capitalisme. C'est qu'il y a un moment donné, il y a des boîtes qui font des consoles, puis si elles ne veulent pas virer tous leurs employés et faire autre chose et changer de métier, il faut qu'elles fassent d'autres consoles. Et donc c'est tout. En fait, c'est du pur. On revient sur des questions bassement mercantiles, de dynamique de marché et d'économie qui sont chiantes comme la mort et qui, heureusement, les créateurs de jeux arrivent à s'exprimer à travers ce truc-là. Mais c'est moche sinon ce truc-là. On pourrait effectivement continuer de faire des jeux avec des vieilles consoles et on ferait des jeux tout aussi géniaux à mon avis. Et du coup, je rebondis là-dessus en disant qu'une DA en fait, qui serait très innovante peut reposer sur les mêmes logiques en fait, de marché en disant nous on fait une DA pour se distinguer des autres, pour se vendre, parce qu'il y a quand même une réalité où il faut rentabiliser quand même ton jeu. Aujourd'hui, les AAA sont les seuls qui sont vraiment capables de faire des gros jeux photoréalistes. Du coup, Red Dead Redemption 2 par exemple, ils sont un peu obligés entre guillemets de tout miser là-dessus parce qu'ils sont connus pour ça. C'est eux qui tentent d'ajouter des nouvelles pierres en fait à chaque fois parce que c'est les seuls qui puissent vraiment le faire, on va dire à ce point-là. Donc c'est une stratégie pour être un petit peu les seuls dans ce canal-là à être sur un outil, mais une DA originale, ça peut tout à fait être pour des raisons économiques aussi. Hein, donc les deux s'opposent pas toujours. Je veux juste faire une petite remarque. Pour les néophytes comme moi, est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est que les AAA? Parce que c'est vrai qu'on en parle depuis 1 heure et je pense qu'il y a d'autres gens aussi qui ne sont pas forcément familiers de ce type de vocabulaire. Donc si on peut résumer, ça peut être sympa. Ouais, les AAA, en fait, c'est les grosses productions, c'est les studios qui disposent de... Alors, il n'y a jamais vraiment un minimum et un maximum dedans, mais en général, c'est des dizaines de millions de dollars pour développer un jeu. Donc ça va être les Call of Duty, les Witcher 3, et encore, même dans AAA, les frontières sont parfois un peu floues, parce qu'on va tendance à avoir dire, par exemple, GTA 5, mais qui, lui, on pourra dire c'est un quadruple A ou c'est un triple A+, parce que c'est un jeu énorme. Donc, les AAA, en gros, c'est les très grosses productions qui ont des très gros budget, autant pour le développement que pour le marketing. Merci. D'autres questions dans le public? Oui. S'il vous plaît, passer. Oui, non, c'est bon. Bon. Je voulais rebondir sur la simulation de planeur qu'évoquait Miss Miyu, parce que ça m'a fait penser à Universe Sandbox, qui est en fait un jeu simulation d'astrophysique, qui permet de simuler des systèmes planétaires, des galaxies, des amas de galaxies, qui même sert d'outil pédagogique parfois, donc quitte le cadre purement ludique. Justement, ça avait... Ouais, du coup, pour dire qu'on en revient à la définition de jeu, en fait, par exemple, les simulateurs aussi, il y a des personnes qui vont pas du tout voir l'intérêt ludique. D'ailleurs, ça s'appelle un simulateur, donc on est déjà un petit peu à frontière. Ouais, il peut y avoir des choses très réalistes, entre guillemets, photoréalistes, et là après le jeu, c'est les gens qui vont un petit peu décider si c'est un jeu ou pas en fait. Si t'aimes bien te balader sur Mars de façon ultra photoréaliste, ça peut être le meilleur jeu du monde pour toi. Pour d'autres, c'est absolument pas intéressant, ils vont dire c'est un simulateur de marche sur Mars, je m'en fous, j'ai pas envie de marcher, tu vois. Là, c'est compliqué. Juste pour ça, j'arrive, ça revient à la question de l'intérêt. Je suis pas complètement... Les jeux sont des simulateurs en fait, des simulateurs de situations qu'on ne vit pas autrement. Et c'est pour ça que le simulateur de planeur ukrainien ou un simulateur d'astrophysique ou autre, ça va parler à des gens. Et ce qui est intéressant avec les simulateurs, c'est que ça touche des niches extrêmes de gens qui s'intéressent pour le coup à ce qui est le gameplay pur en l'occurrence, et où le graphisme prend une part finalement très négligeable. On parlait de logique mercantile, mais c'est totalement ça là aussi. C'est-à-dire que les enjeux graphiques ne sont pas les mêmes parce que les enjeux mercantiles ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'on touche effectivement un public de niche avec des exigences très particulières. Là on parle d'astrophysique, c'est des gens qui veulent un simulateur d'astrophysique. Donc l'enjeu technique est vachement plus grand là-dessus. L'enjeu gameplay, on va dire aussi. Mais l'enjeu graphique, il va peut-être un peu passer au second plan parfois.
Ou au contraire, selon le simulateur, on va avoir besoin qu'il soit là, présent, mais pas pour des raisons de beauté, pas pour des raisons esthétiques, pour des raisons de réalisme ou pour des raisons de simulation, tout simplement, de pouvoir dire, oui, mais qu'est-ce que ça fait visuellement de créer une supernova, quoi. Ça ressemble à quoi visuellement? Là, on a un enjeu graphique, mais qui est différent de celui de l'industrie plus généraliste, en fait. Bon, si tout est bon pour tout le monde, on va donc... Dimitri, tu voulais peut-être... Désolé. On a le temps encore? Oui. Ok, ça va. Moi, je vous disais qu'il y a un truc spécifique aux jeux vidéo, c'est que c'est quand même une manière de s'exprimer, une manière de proposer des choses qui sont complètement différentes. Le jeu vidéo a une grammaire radicalement différente de toute autre forme d'expression, en réalité. Et au final, les graphismes, ça peut être une manière de représenter ça. Et au final, vous avez pas mal de représentations par rapport à de l'art traditionnel, moins traditionnel, mais pas vraiment du rapport que ça pouvait avoir par rapport au gameplay. Or, il y a des exemples de jeux vidéo qui font pas des choses qu'on fait dans la vie de tous les jours. Déjà, rien que Zelda, c'est pas des choses forcément très réalistes. Et tu avais déjà un peu commencé à montrer justement que ça avait visuellement une recherche différente. Mais il y a des jeux qui font des choses qui n'ont rien à voir avec du réalisme. Des choses ça peut être sur des sens qui sont différents, auxquels on n'est pas habitué, qui font à peine appel au visuel. Comment est-ce qu'on peut représenter ces choses-là? Est-ce que vous avez des exemples de jeux un peu différents et du coup forcément pas réalistes? Ouais, Blind Legend. Voilà, il n'y a pas de graphisme et on peut faire aussi la course au graphisme dans ce sens-là pour aller vers le néant graphique. Ah oui, Blind Legend, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu qui est purement audio du coup. En fait, c'est un jeu qui nous met dans la peau de quelqu'un qui ne voit pas. Donc voilà, il n'y a pas d'image. C'est marrant, j'allais citer aussi. Et sinon, il y a l'autre jeu que j'ai pas fait, mais qui est hyper connu, je crois, c'est Rez, c'est ça, ouais, qui est censé un petit peu simuler. Alors j'ai oublié le nom que ça, mais c'est quand on a deux sens combinés, il me semble que c'est synesthésie, ouais, et qui est donc un petit peu quand il y a genre la vision et peut-être le goût, l'odorat qui sont liés. Enfin, il y a quelque chose un petit peu comme ça. Et je crois que Rez essaye graphiquement de représenter en fait quelque chose qui est en fait synesthésie, quelque chose qu'on peut pas vraiment ressentir, mais qui essaie de combiner en fait la vue avec, je pense que c'est Louis dans le jeu, ouais. Ouais, avec la musique. Et graphiquement, il essaie de représenter quelque chose qu'on ne peut pas ressentir vraiment, mais il essaie de s'en approcher et c'est toute l'intention qui est derrière. Il y a aussi toute une vague actuelle de jeux indépendants, en tout cas de jeux, voire même de jeux amateurs, qui sont des jeux autobiographiques. Donc c'est des jeux souvent faits par des personnes seules ou 2-3 personnes, mais qui veulent raconter leur histoire et qui veulent faire passer leur histoire en fait, mais qui veulent pas l'expliquer de façon réaliste ni la représenter de façon réaliste, qui veulent exprimer leur ressenti par rapport à leurs souvenirs ou à leur histoire, leur vie. Et du coup, on est face à des représentations qui ne se veulent pas réalistes visuellement, parce qu'elles veulent rendre un sentiment et une impression et essayer de communiquer ce que la personne a ressenti à ce moment-là. Et du coup, on est sur des problématiques graphiques totalement différentes, où c'est pas une course au photoréalisme, c'est pas une course à un style artistique, à une DA ou quoi que ce soit. C'est une course à une communication et à une transmission, en fait. Alors, j'ai parlé d'un jeu qui n'existe pas, mais j'ai rencontré une fois quelqu'un qui m'a expliqué comment elle voyait les choses. En fait, quand on lui dit des mots, elle voit les lettres visuellement et avec des couleurs. Et en plus, avec une palette de couleurs assez restreinte. Et du coup, sa perception du monde est contrainte par ça. Et si elle faisait un jeu, ce serait incroyable, je pense, comme transmission d'une perception que les autres n'ont pas. Bon, c'est un peu tout. Là, on a légèrement dépassé. Mais donc là, on va donc passer sur une LAN Plante vs Zombie. Donc je vous remercie tous d'avoir été là pour cette table ronde. Je remercie le public également. Je remercie Chloé qui a été là et d'un grand soutien avec moi. Et je vous invite tout à l'heure à nous rejoindre pour la prochaine table ronde. Je n'ai plus l'horaire, mais on vous l'annoncera sans problème.